Bonjour à tous les archivistes leaders, bonjour Dominique. Merci d'être à cette session où nous allons parler du logiciel Octave. Nous avons la joie de recevoir ce matin une invitée spéciale que M. Yassé va nous présenter tout à l'heure. Mais déjà, je lui souhaite la bienvenue, bienvenue Dominique. Et puis, bienvenue aussi à tous les archivistes. J'ai déjà cité les pays du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, le Sénégal se connecte également. Donc, dans quelques instants, on aura presque toute l'Afrique dans la plateforme, on espère. Sans faire encore plus de discours, je vais laisser, puisqu'on est direct à Archiviste Leader, je vais laisser le soin à Yassé, s'il est disponible, de présenter notre invité. Et puis, on va démarrer la session. Je rappelle que Yassé est chargé à Archiviste Leader de tout ce qui touche à l'archivage numérique en général. Donc, toutes les sessions de formation, tout ce qui touche au numérique est piloté par notre confrère hongrois Yassé du Cameroun. Donc, Yassé, tu as la parole. Bonjour à tous et c'est un honneur de vous accueillir pendant cette rencontre et c'est la première du genre pour le compte de cette année. Tout récemment, lors de notre dernière session, nous avons travaillé aux heures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le chef projet du projet Octave, qui est une solution que nous allons découvrir dans les détails dans les minutes qui vont suivre. Mais avant tout, pour nous mettre dans le bain, pour mieux cerner pourquoi on fait cette session, j'ai préparé une petite histoire qui va nous donner plus d'informations sur le pourquoi cette rencontre. C'est une présentation de quelques slides que je vais vous faire parvenir. Donc, donnez-moi le temps de partager. Je peux partager mon écran? OK. Donnez-moi le son, je partage vite l'écran, je vous reviens. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un peu ce qu'on rencontre quotidiennement dans nos services d'actifs. J'ai pris le cas d'une société BA Extra qui a 5 directions et sa mission ici est d'accompagner les personnes physiques et morales dans la gestion de ces documents d'activité. Alors, dans sa direction chargée des ressources informationnelles, on a le service de la communication, le service des archives, de la documentation et le service des infrastructures et réseaux dirigé par Marcel pour la communication, la documentation et des archives, M. Polo et Mme Kelly et M. Joseph. Alors, le service des archives dans cette entreprise mène plusieurs actions. Alors, ces actions, je les ai résumées en missions. Ils ont eu à effectuer leur première mission le 20 janvier 2021 au sein de la direction des finances. Et ici, il s'agissait de trier, de décrire, de classer, de concevoir les différents bordereaux de versement, d'élimination et de recollement des documents papier de cette direction. Alors, il fallait emporter les documents archivés, éliminer les doublons et les brouillons, conserver et reclasser dans les locaux les documents qui sont encore utiles ou dont la valeur administrative n'est pas encore close. Alors, pour la deuxième mission, qui est un peu plus difficile, 3 mois plus tard, la même direction, la direction des finances, revient et les recontacte pour un problème de versement des archives numériques. Et ici, la direction a pris le soin de stocker ces archives dans des disques durs. Et pour cette direction, verser les archives numériques, c'est un petit travail que le service d'archives va pouvoir abattre, surtout qu'il n'y a pas de poussière à gérer. Plus loin, après recul et constat, le chef service des archives constate qu'il y a des problèmes liés à l'organisation de ces archives numériques. Comme premier problème, les archives sont en désordre, il n'y a aucune logique. Il y a la présence de plusieurs plans de classement à l'intérieur des répertoires. Les documents sont mal renommés. Les métadonnées descriptives choisies ne sont pas assez explicites pour retrouver l'information. Les documents sont dispersés dans des répertoires n'obéissant à aucun lien logique. Le tri est complexifié parce qu'il faut ouvrir à chaque fois les fichiers et les documents sont estimés à 5324 fichiers repartis dans 45 répertoires. Il faut faire tout ce travail de réorganisation et à la fin, le plan de classement est à refrain. Madame Kelly, partenaire de M. Kolo, se met à travailler sur ces documents afin de
pouvoir les réorganiser. Mais ils prennent tellement de temps à faire ce travail de réorganisation, de classement et de tri que la direction des finances s'impatiente et demande des explications lors de leur deuxième mission. Plus loin, le service a une troisième mission à réaliser. Ici, c'est au sein de la direction des affaires générales qui a lancé depuis 3 mois une mission des tâches de numérisation, numériser ici les bons de commande et les ordres de mission. Cette fois-ci, la direction des affaires générales demande au service des archives d'inventorier, de classer et de récupérer les documents les plus anciens pour archiver dans les disques durs de l'entreprise. Alors, le travail devient plus difficile quand il faut séparer les documents au format Docs ou Word, au format d'archivage PDF-A et aussi de générer les haches. Ici, c'est la troisième mission que le service d'archives doit réaliser au sein de l'entreprise. En quatrième mission, avec la pression due au fait que l'information est difficilement accessible dans l'entreprise parce que le numérique, on perd déjà le contrôle du numérique. Le service des archives et le service des infrastructures des réseaux doivent urgemment acquérir une solution d'archivage robuste. Et le choix est vite fait. Ils choisissent la solution logicielle Vitam. Et le problème de tri, de dédoublonnage, de description des archives avant la mise avant le transfert vers la solution Vitam persiste. Il faut urgemment un logiciel pour organiser, traiter les archives numériques avant le versement dans Vitam. Un logiciel qui pourra communiquer aisément avec le système en respectant le standard SEDA que nous avons vu lors des précédentes sessions, SEDA, le standard des échanges de données d'archivage. Et c'est la quatrième mission qui est confiée au service d'archives. Alors, j'ai résumé ces missions comme ici à l'écran. Ils ont pu réaliser la première mission qui était le versement des archives sur support papier. Mais la deuxième mission qui est le tri, le classement, le renommage, le dédoublonnage des archives numériques au sein des archives des finances, leur prend du temps et c'est un peu difficile à réaliser. Pour la troisième mission qui est la gestion des documents numérisés de la direction des affaires générales, ils doivent inventorier, classer et récupérer les documents les plus anciens. Pour faire cet ensemble d'actions, il faut un outil pour pouvoir réaliser cela. Alors, pour leur quatrième mission, ils doivent résoudre de manière globale les problèmes de classement, de tri, de dédoublonnage au sein de l'entreprise, de description des archives, puis acquérir une solution logicielle qui leur permettra de communiquer aisément avec Vitam en respectant le standard SEDA. Ce sont les responsabilités qui pèsent aujourd'hui sur les épaules du service des archives. Et il faut que ce service puisse répondre avec aisance à ces difficultés-là. Alors, ils vont faire la rencontre. Quelle rencontre? On se demande, mais quelle rencontre qu'ils vont faire? Ils vont rencontrer Madame Note qui va les écouter et lors de leur écoute, elle propose une solution qui va résoudre ces problèmes. Ces problèmes de tri, de conversion vers le format SEDA des documents archivés, de gestion des doublonnages, de fusion des documents, de classement et bien d'autres, tout en donnant la possibilité au service de générer des bordereaux de recollement, d'élimination et de versement. La solution que Mme Note propose au service. Alors, quelle est cette solution? Il s'agit d'un outil O de constitution C et de traitement T automatisé A qui déversement V électronique. Il s'agit simplement du logiciel Octave. Alors, pour pouvoir mieux cerner ce logiciel, nos deux archivistes seront invités à la webinaire organisée entre Archives Leader et le service interministériel des Archives de France pour comprendre comment exploiter le potentiel d'Octave. Et je pense que c'est Mme Note qui va prendre la main pour nous mener dans cette aventure. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction extrêmement vivante et riche. Merci beaucoup aussi pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien.
parfaitement. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous et vraiment, je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour aborder un certain nombre de sujets qui ont été très, très bien introduits par le collègue. Et donc, j'ai préparé donc une présentation de mon côté qui va reprendre un certain nombre des éléments que vous avez évoqués ici. Et puis, je vais vous faire une démonstration d'Octave, hein, en espérant que tout se passe bien, que la technique ne lâchera pas, parce qu'il peut y avoir des coupures réseau partout, ça arrive, mais on va croiser les doigts. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien l'écran. J'ai proposé de découper la présentation de ce matin en plusieurs points. Donc, on va vraiment très brièvement faire quelques points de repère de vocabulaire, hein, parce que dans le monde du numérique, effectivement, c'est important. Revenir très rapidement aussi sur le CEDA, parce que ce qui est important, c'est de comprendre en quoi il rentre en ligne de compte pour la préparation des versements numériques. Je vais revenir, je vais faire un petit peu l'histoire du projet Octave, mais pas très longtemps. Et puis, revenir sur les fonctionnalités qui vous semblaient vous intéresser en priorité. Et puis, on l'a vu dans votre introduction, hein, c'est vrai que c'est important de pouvoir dédoublonner. Enfin, c'est grâce à ces outils-là qu'on peut le faire d'une façon un peu organisée et pas fichier par fichier à la main, ce qui peut prendre quand même extrêmement longtemps. Et puis, on parlera un peu des perspectives et des attentes des utilisateurs. Alors, au niveau du vocabulaire, donc là, pour le sujet qui nous occupe ce matin, qui est la préparation des versements électroniques, hein, donc comme ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas en train de parler du logiciel qui va les gérer après, là on est en amont. Hein. Donc on fait les choses avant que ça rentre dans un système d'archivage électronique, ou d'ailleurs pas forcément dans un système d'archivage électronique. S'il n'y en a pas encore, ça permet quand même de faire ce qu'on appelle des paquets bien faits et on peut les mettre plus tard dans un système d'archivage électronique si on n'est pas encore équipé. Ça, c'est quelque chose d'important à rappeler. Donc voilà, donc au niveau du vocabulaire, on va utiliser beaucoup le mot paquet, donc un paquet d'informations, dit information package en anglais, qui encapsule l'objet numérique, les informations qu'on appelle de représentation ou de description, si vous préférez, et les informations dites de pérennisation, donc c'est celles qui vont lui permettre de durer dans le temps parce qu'on va savoir comment ça a été produit, quel format, etc. Il y a des caractéristiques qui sont apportées suivant les phases où interviennent ces paquets. Et la phase qui nous intéresse le plus ce matin pour les outils de préparation de versement, c'est la phase d'entrée. Donc, Submission Information Package, donc, qui se dit SIP. Donc, SIP, c'est une sorte de paquet d'informations qui est le paquet d'informations au moment de l'entrée. Après, vous en avez deux autres, pardon. Vous avez la caractéristique au moment de la conservation, donc qui est Archival Information Package, donc AIP, et la forme au moment de la communication ou de la diffusion, qui est Dissemination Information Package, DIP. Mais pour ce qui est du versement, vraiment, on s'occupe exclusivement du SIP. Donc ces notions-là, elles sont apparues au travers d'un standard qui est l'OIS, pour Open Archival Information System, qui a été élaboré dans l'univers aérospatial en 2003, donc le temps passe. Il y a une version révisée qui a été établie en 2012 et depuis 2017, il existe une version en français pour laquelle je vous ai mis le lien. Et puis, il y a un autre mot qui va être utilisé assez souvent aussi voilà, pour
pour l'outil Octave, mais qui est utilisé aussi par les autres outils, qui est le mot manifeste, et qui ou manifeste en anglais, qui désigne grosso modo le bordereau de versement qui accompagne le contenu d'information. Voilà. Donc, normalement, avec ces éléments-là, ça va permettre de s'y retrouver ensuite dans l'outil. Donc, pour le CEDA, donc, si j'ai bien compris, vous avez déjà eu des séances dessus. Donc là, c'est vraiment juste pour revenir sur quelques éléments, parce qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est ça qui va servir à faire les échanges. En fait, dans l'absolu, on pourrait faire des échanges simplement pour qu'ils se passent bien et que les choses soient bien reconnues. C'est mieux que ça s'appuie sur un standard. Donc, CEDA, ça veut dire standard d'échange de données pour l'archivage, hein, qui sert à modéliser les transactions entre les acteurs dans le cadre de l'archivage de données. Donc, ce qu'on appelle des transactions, c'est des opérations qui sont le transfert, hein, ou qu'on peut aussi appeler versement, mais c'est vrai que transfert, ça permet d'être utilisé à n'importe quel stade de l'archivage. La communication, les modifications, les éliminations et la restitution, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui peut exister, notamment quand on fait du tiers archivage. Les acteurs sont le service d'archives, le service versant, qui peut être ou pas différent du service producteur, le service de contrôle, l'opérateur de versement, qui est souvent la direction informatique, et puis le demandeur d'archives. Donc, avec tous ces éléments-là, eh bien, le standard permet d'échanger les paquets d'informations, hein, dont on a parlé plus tôt. Il propose une structure et un vocabulaire pour représenter les échanges. C'est-à-dire qu'il y a pour chaque message de transfert un schéma qui est proposé avec une suite d'opérations qui suivent une certaine logique, avec des éléments de description pour décrire les archives. Ces éléments sont très proches de ceux qui sont utilisés dans le AD. Donc, comme c'est extrêmement standardisé et cadré, ça permet beaucoup plus facilement l'automatisation des procédures d'échange. Alors, l'automatisation, j'en profite pour le souligner, c'est intéressant quand il y a des opérations qui se répètent. Voilà, quand on a par exemple des marchés publics, des dossiers de carrière, enfin des opérations de versement qui vont se reproduire périodiquement, éventuellement fréquemment, et c'est là, à ce moment-là, qu'on se met à prévoir une automatisation. Il n'empêche que le CEDA est quand même utile, même si ça n'est pas automatisé, dès l'instant où une opération a tendance à revenir de façon récurrente. Parce qu'en fait, un profil qui est construit sur le standard CEDA, si vous voulez, c'est une sorte de patron du versement, hein, un modèle. Et donc, comme ça demande un peu du travail de le réaliser, eh bien, on le réalise si on a l'impression que c'est une opération qui va se répéter. Alors, après, on peut tout à fait utiliser le CEDA de façon ponctuelle pour une opération et pour construire son bordereau de versement. Mais donc ça, on va voir avec Octave comment ça se passe. Il y a une grammaire XML qui est là pour contrôler automatiquement le bon respect des règles, hein. En fait, dans cette grammaire, on va dire cette notion doit être égale à, ne peut pas être différente de, n'existe qu'un seul exemplaire ou en plusieurs, ça provient de tel endroit, etc. Donc tout ça, on le prévoit d'avance, si vous voulez, pour être sûr que quand les archives vont arriver à un stade de contrôle, eh bien, on puisse bien checker qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc historiquement, l'aventure du CEDA a commencé par la publication d'une première version en 2006. En 2010, il y a eu une version 0.2, en 2012, une version 1.0,
Et puis après, s'est opéré un petit peu un changement, hein. Donc ça, c'était les premières générations du SEDA. Ensuite, il a été jugé utile de porter ce standard qui restait en fait une directive gouvernementale à un stade de norme, hein, donc avec l'Agence française de normalisation, la FNOR. Donc c'est devenu une norme française qui a pris comme petit nom Medona. Et en fait, Medona s'est ouvert à la sphère privée, c'est-à-dire que la première génération du standard couvrait plutôt les aspects archives publiques, alors qu'avec Medona, ça s'est ouvert aussi au volet archives privées. Comme Medona a fait cette ouverture, il fallait ensuite incorporer ces caractéristiques-là dans le SEDA, donc ce qui a été fait avec la version 2.0 de décembre 2015. Et puis ensuite, comme vous le savez, une norme qui reste sur un territoire, quelquefois c'est moins impactant qu'une norme qui est portée au niveau international, hein. Donc, il y a eu un portage au niveau international à travers la norme DPIP. Et cette norme DPIP s'ouvre aussi à d'autres langages, donc pas uniquement le XML, mais le JSON, qui est un langage très apprécié par les informaticiens. Voilà, donc en 2018, on est passé à la version du SEDA 2.1 qui incorpore des caractéristiques qui ont émergé avec le projet Vitam, qui a été évoqué tout à l'heure. Et puis, donc, depuis le début 2020, nous avons repris, donc comme je dis nous, c'est parce que en fait, le pilotage se fait au sein des Archives de France. Nous avons repris les travaux d'études du SEDA. Alors, il s'agit, rassurez-vous, pas de faire la révolution, mais d'apporter des précisions et d'essayer d'apporter quelques améliorations, mais sans changements radicaux. Donc voilà un petit peu pour les parties présentation. Ça va, vous m'entendez bien toujours? Oui, on vous attend. Parfait, merci. Donc, alors, le projet Octave, effectivement, qui est un outil qui sert à constituer des versements numériques, a émergé au sein des Archives de France parce qu'il y a eu le constat qu'il y avait besoin d'un outil pour aider à préparer les versements. Donc, ce besoin, il existait à la fois dans les services d'archives des collectivités territoriales, mais aussi auprès des ministères quand il y avait, quand il y a des changements dans les organisations. Et quelquefois, il faut aller extrêmement vite pour collecter des fichiers numériques. Et bien sûr, ce n'est pas à la main qu'on peut faire les choses vite. Donc, du coup, il fallait s'équiper. Donc, du coup, a été organisé un groupe de travail avec des personnes un petit peu tous les horizons et puis avec des recueils d'expériences. Il y a un travail énorme qui a été mené par des collègues qui ont étudié des dizaines et des dizaines d'outils pour voir lesquels pourraient, par rapport aux besoins, lesquels pourraient être utiles. Donc là, si vous connaissez le carnet de recherche du SIAF qui s'appelle Hypothèse, il y a eu au fur et à mesure l'exposé de ce que ça avait appris, cette étude. Ensuite, il y a une phase de cadrage du projet, bien sûr. Après, comme il a fini par émerger un produit qui avait un certain nombre de caractéristiques, donc c'est le produit DocuTeam Packer, qui est produit par la société suisse DocuTeam, qui comprenait beaucoup des caractéristiques attendues. Donc, du coup, le projet a été recadré et puis ensuite, les développements ont été effectués, ont démarré en novembre 2017. Je n'ai pas mis l'année, mais c'est en 2019 qu'on a fait réaliser un audit de code. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça servait à s'assurer que ce qu'on allait diffuser
n'allait pas générer des problèmes de sécurité dans les organisations. C'est très important pour qu'il y ait de la confiance qu'un certain nombre de choses soient étudiées et qu'on s'assure que l'outil qui va être installé sur les postes, sur les ordinateurs des uns et des autres, ne génère pas des failles de sécurité dans les organisations, parce qu'à ce moment-là, elles seraient sans doute très réticentes à ce que ça soit utilisé. Donc, on a fait faire cette opération-là qui a donné d'excellents résultats et qui a permis de continuer à avancer. Et donc, ce qui nous a permis d'aller publier le 1er octobre 2019 une première version sur le site France Archives, hein, donc avec un manuel d'utilisation. Donc, ce manuel est, c'est vrai, sous une forme assez traditionnelle, hein, avec des explications et des copies d'écran. On verra, mais ça c'est dans les perspectives, si on ne peut pas évoluer vers quelque chose de plus dynamique comme un wiki du modèle de celui que fait Archifiltre. Donc, première version, les codes sources ont été mis à disposition sur le GitHub du ministère, parce que ça c'est une volonté, hein, ça a déjà été exposé pour Archifiltre et puis pour l'outil Recip c'est la même chose. Il y a vraiment une volonté que ça soit ouvert et qu'on mette à disposition de la communauté. Ça permet aux uns et aux autres de se saisir de ces codes et éventuellement de mener des expériences particulières. Donc, et ça peut après amener à des évolutions tout à fait intéressantes. En août 2020, deuxième version publiée sur France Archives. Donc, c'est celle-ci qui est disponible, hein, on va le voir après, pour travailler. Donc, on peut télécharger. Et puis, il y a une documentation aussi qui est disponible sur le site de DocuTeam et qui est en anglais, mais qui peut apporter des compléments d'informations tout à fait utiles. Donc voilà, au niveau un petit peu de la présentation du projet. Alors, oui, donc on l'a dit, un logiciel libre avec une licence GNU GPL qui est basée donc sur DocuTeam Packer. La version actuelle, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que DocuTeam Packer, c'est le noyau d'Octave, c'est ça qui fait son cœur, et avec des fonctionnalités que nous avons demandées exprès, hein, pour les besoins de nos utilisateurs. Et par exemple, nous avons demandé, parce que ça n'existait pas à l'origine, maintenant oui, mais à l'origine dans DocuTeam Packer, que le CEDA soit implémenté. Et puis, un certain nombre de rapports aussi dont on a besoin plutôt dans les services d'archives en France, voilà, qui sont pas forcément les mêmes dans des services d'archives en Suisse ou bien dans d'autres pays. Donc voilà, donc ce qui explique qu'à chaque fois, Octave est lié à une version de DocuTeam Packer. C'est en client lourd Java, donc on le propose suivant vos équipements. Vous pouvez l'avoir avec Java ou bien sans Java, comme ça vous est utile. C'est un zip à télécharger. Et donc, comme j'ai commencé à le dire, Octave, ce n'est pas un outil seul, hein, c'est vraiment notre philosophie, c'est vraiment que les outils puissent interagir entre eux, que l'on en utilise un, deux ou trois. Ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir avancer et de pouvoir se construire une stratégie. Donc, je vous invite à aller voir le carnet hypothèse dont je vous montre une page ici. Donc, en fait, là, ces éléments, ce descriptif-là a été fait à l'automne 2019 et donc là, on est en train de le remettre à jour. En fait, ce qu'on a essayé de faire,
c'est de vous présenter les caractéristiques principales, la personnalité en fait de chacun de ces outils. Il ne s'agit pas du tout de les comparer, ce n'est pas le sujet, c'est vraiment d'essayer de montrer quelles fonctionnalités sont traitées davantage par un outil et davantage par un autre. Pour être pas du tout exhaustif, mais donner quelques exemples, vous avez vu clairement que Archifiltre était un outil d'audit extrêmement puissant. Ça n'est pas le propos d'Octave. Octave, vous allez le voir, c'est vraiment pour fabriquer ces paquets. On ne travaille pas à la même échelle. Mais en revanche, Octave est extrêmement attaché à la traçabilité. Donc, il va y avoir un certain nombre de fonctionnalités de ce côté-là. Et quant à Recip, ça n'est pas sa seule qualité, mais c'en est une à l'heure actuelle. C'est le seul à travailler, à être capable de travailler avec de la messagerie. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on indique sur ce tableau de façon à ce que vous puissiez avoir des points de repère. Alors, donc, Octave, donc si vous avez commencé à l'utiliser, c'est que vous êtes allé sur le site France Archives. Donc là, c'est la version donc, qui a été chargée à l'été 2020. Donc vous le voyez, il y a les liens de téléchargement, hein, donc vous pouvez choisir Octave sans Java ou Octave avec Java. Vous pouvez télécharger le manuel et si vous voulez aller regarder les sources, il y a le lien pour les télécharger. Et on vous a mis les caractéristiques principales. Alors, alors je vais peut-être zoomer un petit peu parce que je ne suis pas sûr que vous allez voir beaucoup. Voilà. Voilà, donc vous voyez dans l'écosystème en fait des outils faits par la société DocuTeam, DocuTeam Packer est ici. Hein. On est vraiment dans la préparation. Et ça vous indique que à partir d'un système de fichiers ou de support physique, hein, ça aide à faire des SIP. Alors, ça peut aussi aider à partir d'une GED ou d'application métier à fabriquer une gestion automatisée de SIP, mais pour l'instant, on n'a pas encore mis d'expérience en France là-dessus. On est pour l'instant sur cette sphère-là. Sachant que donc DocuTeam propose d'autres outils qui sont plus pour la gestion des archives elles-mêmes et pour la communication. Alors, on va revenir sur ce que fait Octave. Donc, Octave, après, on va aller regarder dans le logiciel lui-même. Hein. Mais donc, Octave, ça permet de faire des opérations dites de capture, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des données, on va identifier les formats, parce que ça vous l'avez abordé tout à l'heure, mais dans le monde de l'archivage numérique, c'est important de savoir à quoi on a affaire. Et l'extension ne suffit pas du tout pour savoir de quel format il s'agit. Il y a des outils qui sont là pour aider à identifier les formats. Alors après, si on veut pousser les choses très très loin, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des outils de validation des formats qui font vraiment beaucoup de vérifications. Mais là, déjà, dans un premier temps, de bien les identifier, c'est important. Parce qu'après, ça peut avoir un enjeu sur l'entrée dans le système d'archivage électronique. Si vous voulez, il y a un faux .docx ou un faux .pdf, parce qu'on peut mettre les extensions qu'on veut, ça c'est généralement pas trop compliqué, eh bien le SAE va répondre « mais non, mais vous me proposez quelque chose qui ne correspond pas à la réalité ». Donc c'est important d'avoir quand même ces choses-là. Et il a été
parlé du hash tout à l'heure. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle la prise d'empreinte. La signature, c'est autre chose. La prise d'empreinte, c'est en fait, grosso modo, le résumé d'identité du fichier. On lance un calcul sur le fichier. Ce calcul est unique. Donc, après, si on veut être sûr que tout va bien, on a l'empreinte de départ et ensuite on fait des opérations de recalcul à intervalles réguliers pour s'assurer que rien n'a bougé et que tout va bien. Donc ça, c'est la capture. Ensuite, on a besoin de faire du traitement. Effectivement, ça a été évoqué, de pouvoir renommer si les noms de fichiers sont très fantaisistes ou bien ne correspondent pas à leur contenu ou sont trop longs. Enfin voilà, il y a plein de raisons de éventuellement réintervenir sur les noms de fichiers. Le dédoublonnage, c'est là on veut éviter de garder plusieurs fois la même chose. Le reclassement pour que ça soit bien ordonné. La description, donc là on a vu qu'il y avait besoin de rajouter des métadonnées pour être sûr de ce à quoi on a affaire à la fois sur un plan descriptif mais aussi pour les informations techniques. Et donc, on a besoin de recourir à ce qu'on appelle des vocabulaires contrôlés, c'est-à-dire qu'au lieu de construire le vocabulaire à la volée, c'est-à-dire au fur et à mesure, on va utiliser des choses qui sont déjà établies, déjà reconnues et maintenues. Il faut pouvoir faire un petit peu de recherche, il faut pouvoir visualiser, ça c'est important, et ça peut aussi intervenir au moment du traitement d'ailleurs. La traçabilité, eh bien, c'est très important parce qu'il faut absolument s'assurer de ce qu'on a fait à chaque étape. Et du coup, il faut enregistrer tout ce qui a été réalisé. On a besoin de générer des rapports et des bordereaux et faire ce qu'on appelle la vérification d'intégrité, c'est-à-dire qu'on prend l'empreinte qu'on a prise au départ et on la compare avec un autre calcul pour être sûr que tout est conforme. Et enfin, on fait l'empaquetage, c'est-à-dire qu'on fait la création du SIP, du paquet A archivé, en standard CEDA. Alors, Octave est le seul outil pour l'instant à faire en CEDA 1 et en CEDA 2. Alors, pourquoi ça a été conçu comme ça? C'est parce que, en fait, dans les services implantés dans les collectivités territoriales, pour l'instant, il y a encore beaucoup de CEDA 1. Mais le standard, enfin la version du CEDA qui est utilisée à l'heure actuelle, c'est le 2.1. Et donc, il faut arriver à quand même pouvoir, comment dirais-je, avoir un outil qui soit utilisé par des services équipés de façon pour l'instant hétérogène, et puis de fil en aiguille que tout le monde aille vers le CEDA 2.1, puisque ce sera la meilleure façon d'avoir une bonne communication si tout le monde est sur la même version du standard. Et puis, on peut faire donc la gestion des éliminations et des restitutions. Donc, voilà un petit peu les grands paquets de fonctionnalités que peut faire Octave. Et donc là, maintenant, on va aller sur l'outil lui-même et puis on va essayer de faire ces manipulations-là. Donc, juste pour rappeler, donc, là, je ne vous fais pas toute l'opération de téléchargement, etc., parce que ça prendra du temps et ce n'est pas le plus intéressant pour vous. Mais donc, il suffit d'aller sur le site FranceArchive, de télécharger le zip, après vous faites l'extraction, et donc vous vous retrouvez avec un dossier Octave DocuTeam Packer 5.4.0. Voilà, donc du coup, en fait, Octave a été prévu pour être utilisé d'une façon habituelle sur un ordinateur portable avec un disque dur sur ces 2 points. Enfin, il est
il est configuré en standard pour fonctionner de cette façon-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser autrement. Mais en standard, il a été prévu comme ça, donc ça se télécharge, vous le mettez sur votre poste et vous vous retrouvez avec un répertoire. Alors, dedans, vous avez un certain nombre de choses. Donc, vous avez déjà l'icône de lancement d'application. Là, moi, je l'ai déjà lancé, donc je ne vais pas cliquer dessus. Vous avez ce répertoire-là qui sert en fait à mettre les sauvegardes au fur et à mesure, hein, parce qu'en fait, quand on va le voir, quand vous traitez un paquet, eh bien, il faut sauvegarder régulièrement et l'état antérieur est toujours gardé. Alors après, il faut que vous régliez le nombre de sauvegardes que vous souhaitez parce que si il y en a 200, ça peut faire un tout petit peu trop de volume. Mais donc, voilà, donc les sauvegardes sont conservées et si jamais dans votre préparation, il y a une grosse erreur qui se produit, vous pouvez retourner à l'état antérieur. Ça, mais ce n'est pas avec une flèche annulée, hein, comme quand on est en train de faire un fichier bureautique et on clique sur la petite flèche qui permet de revenir en arrière. Là, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. On sauvegarde le paquet, donc ça crée une version antérieure qu'on peut aller chercher. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit où se mettent toutes les sauvegardes. Ici, vous avez les contenus. Alors, deux choses, mais je ne vais pas vous encombrer trop avec ça. Mais un fichier important, hein, donc comme je vous l'ai dit, Octave, il y a une configuration standard qui est livrée avec le produit. Après, vous pouvez adapter cette configuration à une situation X ou à une situation Y. Alors, ce que l'on conseille, c'est d'avoir toujours la configuration standard sauvegardée. Et puis après, par exemple, admettons que vous vous trouviez, là vous avez cité des exemples d'une organisation, eh bien vous pouvez aller dans la configuration, déjà indiquer le service versant, etc., parce qu'ils vont toujours être le même, un certain nombre de caractéristiques qui vont toujours être les mêmes et avoir une configuration spécialisée pour cette organisation-là. Donc, Octave, c'est vraiment un outil extrêmement souple de ce point de vue-là. On peut faire des tas d'adaptations. L'essentiel, c'est d'être quand même assez rigoureux et assez organisé et de bien sauvegarder en fait les configurations standards parce que voilà, on peut toujours faire des erreurs. Donc là, je ne veux pas vous embrouiller avec ces éléments-là maintenant, mais juste vous dire où c'est. Et après, bien sûr, dans le manuel, vous avez tout ce qu'il faut pour voir quoi faire avec ces fichiers-là. Et bien sûr, on peut aussi répondre à vos questions. Donc voilà, c'était pour vous montrer un tout petit peu comment ça se composait. Et ici, vous avez aussi des référentiels qui peuvent être mis en CSV ou bien en SCOS. Voilà. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand on veut charger des métadonnées, on va les chercher de préférence dans référentiel, et bien on peut les précharger dans Octave de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin d'aller les chercher à chaque fois. Hein. Donc là, ils sont déjà prêts. Donc voilà un petit peu pour l'organisation, si vous voulez, pour les coulisses d'Octave. Voilà. Donc alors, le produit. Là, vous voyez, c'est pas un outil extrêmement spectaculaire en termes d'ergonomie, mais c'est plutôt simple comme organisation, mais l'idée, c'est que ça soit efficace. Alors, donc là, on va aller explorer un petit peu divers onglets. Donc là, puisque l'objectif, c'est de constituer des paquets, eh bien, d'abord, il faut les fabriquer, ces paquets. Donc, soit vous en avez déjà qui sont faits, soit vous voulez en faire un nouveau.
Donc là, vous dites que vous allez faire un nouveau paquet. Ce paquet, vous pouvez aller le chercher dans une arborescence. Là, ce que vous voyez ici, qui n'est toujours décoché par défaut, si jamais c'était coché, ça vous supprimerait directement les sources. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez faire. En général, dans un premier temps, on fait bien ces paquets, on cale bien les choses avec un autre exemplaire, et une fois qu'on est sûr de son affaire, eh bien c'est là qu'on va aller supprimer les éléments sur l'arborescence. Mais généralement, on ne fait pas les choses directement. Et justement, avec cette version 5.4, dans la configuration, si vous voulez, vous pouvez même l'enlever complètement du menu. Mais on laisse le choix en fait à l'utilisateur. Donc là, on va aller chercher une source. Là, ici, je vais aller chercher ce dossier-là. Voilà. Et ensuite, alors bien sûr, si on ne sauvegarde pas, ça ne crée rien du tout. Donc, c'est une opération à faire extrêmement régulièrement. Voilà. Donc là, je fais le paquet. Vous m'arrêtez, hein, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me dites. Okay. Alors, bon, ça... Alors, il faut savoir que, donc, je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une histoire d'échelle. Avec Archifiltre, cet outil-là vous permet de visualiser des très grandes arborescences. Là, avec Octave, on est plus sur le travail de constitution du paquet. Donc, du coup, ça ne peut pas vous mettre un téraoctet d'un coup, ce n'est pas possible. Donc, là, grosso modo, ça tourne autour de 2 gigas. Au-delà, ça commence vraiment sérieusement à patiner. Donc, du coup, voilà, c'est pas fait pour avoir des très grosses quantités à la fois, mais de faire des... En fait, peut-être, justement, c'est l'intérêt de pouvoir enchaîner les outils, c'est d'avoir peut-être une phase d'abord d'observation des arborescences avec un outil du type d'Archifiltre pour faire l'état des lieux. Et puis après, quand vous avez une opération extrêmement précise à faire, d'utiliser Octave pour la préparation des paquets. Donc voilà, donc vous voyez que les choses sont pour l'instant encore au stade primaire, si je puis dire, de constitution du paquet, mais vous avez quand même déjà des éléments de description technique. Et bon, pour ce qui est de la description, ça a récupéré la date. Hein. Après, ça, c'est un problème récurrent dans l'archivage numérique. Les notions de date, ça prend éventuellement la date de l'enregistrement. Donc voilà. Alors déjà, on a parlé de dédoublonnage tout à l'heure. Donc déjà, pour l'instant, vous voulez savoir si vous en avez des doublons dans cet ensemble-là. Donc là, vous pouvez lancer l'opération des dédoublonnages. Alors là, j'espère que vous voyez l'écran. Donc normalement, ça affiche à l'écran les doublons. Alors bien sûr, j'en ai fabriqué exprès pour ce matin. Alors ça se voit parce qu'il y a marqué le mot copie, mais quelquefois, ça ne se voit pas. Donc, en fait, ça détecte les vrais doublons, c'est-à-dire que ça ne travaille pas que sur le nom de fichier, ce qui peut être éventuellement une indication, mais ça peut être trompeur. Donc, vous pouvez très bien avoir des noms de fichiers complètement différents et que ça soit pour autant des doublons. Et vous pouvez avoir des noms de fichiers identiques et que ça n'en soit pas. Donc du coup, c'est vraiment là, ça contrôle les deux et ça contrôle les deux par l'empreinte, hein, par le hash dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, après, vous avez plusieurs solutions. Soit en fait, vous faites le dédoublonnage tout de suite.
Hein, vous pouvez très bien dire, bon ben voilà, je suis sûr, hein, donc je vais les enlever tout de suite et je n'ai pas besoin d'autorisation formelle à demander. Mais il y a des situations où on va vous demander d'être extrêmement prudent et donc peut-être qu'il faudra que toute cette suppression de doublons passe par des étapes un petit peu officielles. Donc, vous n'allez peut-être pas le faire directement. Mais donc là, on va le faire, nous. Voilà. Donc là, du coup, on a fait la suppression. Si on n'enregistre pas, bah, du coup, ça va pas mettre, ça va rien mettre à jour. Voilà. Et donc là, vous voyez, dans les informations de traçabilité, ça a enregistré ce qu'on vient de faire. On a créé le paquet et après, on a fait des suppressions de doublons. Donc voilà, donc ça c'était pour le dédoublonnage. Après, on peut faire, donc vous vouliez faire des opérations de tri. Donc là, bah, il y a une petite icône qui permet de le faire. Alors, qui s'appuie sur la casse, hein, c'est-à-dire que majuscules, minuscules sont prises en compte. Et là, vous voyez, les chiffres sont passés en tête. Donc, voilà, vous pouvez avoir le AZ minuscule et le AZ majuscule. Donc, il faut, voilà, il faut que vous preniez en compte cet aspect de majuscule, minuscule pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Ah, donc, vous pouvez le mettre dans un sens, dans un autre. C'est vous qui choisissez. Donc ça, c'est pour le tri. Donc vous voyez que c'est tout simple. En fait, ça se comporte un petit peu comme un navigateur. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez rajouter, vous pouvez commencer à faire des opérations de structuration. C'est-à-dire que là, vous pouvez dire, eh bien, je veux mettre tout ce qui concerne les webinaires dans un sous-dossier. Donc là, je crée ce sous-dossier-là. Et puis après, je vais mettre... évidemment, ça ne va pas machiner là. Voilà, je vais mettre les choses dedans. Non, allez, hop. Voilà, donc du coup, vous voyez qu'il commence à y avoir des choses qui se structurent. Comme vous avez créé des niveaux, du coup, vous commencez à avoir, au lieu d'avoir deux sortes de niveaux, vous commencez à avoir des choses qui sont plus étagées. Il y a un moment où il va falloir que vous ayez, que ça se reflète en fait dans les métadonnées. Donc là, on va rajouter un autre sous-dossier parce que sinon ça ne va pas aller. Bon, alors je vais l'appeler comme ça, c'est pas très joli, mais c'est pour les besoins de la chose. Alors, après. Donc après, enfin vraiment, il y a plein d'opérations qui se passent comme dans un navigateur. Donc vous voyez, maintenant, on a les choses qui sont un petit peu plus rangées. Et donc là, après, vous pouvez commencer à dire à quel niveau ça se passe. Et là, par exemple, vous pouvez très bien choisir de dire, ici, moi, je veux que ces choses-là, ça soit au niveau pièce. Et donc là, on utilise le tagage. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu avec Archifiltre. Hein, on met des tags pour dire à quel niveau ça se passe. Donc là, vous voyez, vous avez un niveau racine, un niveau dossier et un niveau pièce. Donc ça commence à prendre tournure. Vous voulez en fait aussi normaliser vos noms de fichiers. Alors soit vous voulez les renommer, si je puis dire, pièce à pièce.
et donc là, ça se passe comme d'habitude, hein, si je puis dire, comme vous connaissez déjà, vous rentrez le nouveau nom, vous pouvez le faire un par un, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez aussi, en utilisant la configuration, structurer des choses en mettant, par exemple, systématiquement le nom de la direction ou bien un autre élément. Alors là, je vais vous montrer l'opération, mais avec ce que fait la configuration standard. Après, c'est pas, vous pouvez faire autrement. Voilà, donc là, ça s'appelle normalisation des noms des éléments. Et donc, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Hop. Donc là, ça vous a rajouté un préfixe. Alors, qui, dans le standard, ça s'appelle pré parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que vous allez avoir besoin d'utiliser. Et suff pour suffixe. Donc là, ça veut dire que vous pouvez, dans la configuration, dire direction des ressources humaines, par exemple, et le mettre toujours DRH, le mettre partout devant vos noms de fichiers si vous voulez. Donc, bien sûr, on sauvegarde pour se rappeler de ce qu'on a fait. Voilà. Donc, on a fait du tri, on a fait du classement. Hein. Vous voyez qu'on a fait bouger des fichiers d'un dossier à un autre. Ça, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. On a normalisé les noms de fichiers en mettant un préfixe et un suffixe. Vous pouvez aussi, et donc cette normalisation aussi a agi sur la taille du nom de fichier parce que ça, c'est quelque chose de très important. Quand les noms de fichiers sont trop longs dans une arborescence, ça peut tout bloquer puisque au-delà de 250 caractères, chemin compris, ça commence à mal se passer. Donc là, voilà, vous avez fait toutes ces opérations-là. Alors, qu'est-ce que vous vouliez voir aussi? Je crois qu'il y avait toutes les notions de rapport. Alors, attendez, je vérifie juste dans mon support. Ah oui, alors la fusion, en fait, la fusion à proprement parler. Donc là, vous avez pris un premier paquet que vous avez cherché dans votre arborescence et puis il y a un collègue qui vous dit mais en fait j'ai d'autres choses sur les webinaires, il faudra les rajouter dans le même paquet. Eh bien normalement il n'y a aucun problème. Vous allez rajouter dans votre paquet existant d'autres choses que vous allez chercher dans l'arborescence. Et donc, bon, là, je vais pas le faire pour de vrai, mais dans l'absolu, je peux aller chercher d'autres sous-dossiers et puis aller les insérer dans le paquet qui est en cours de réalisation. Alors, bien sûr, il faut être sûr de ce qu'on fait, hein, mais c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Donc voilà, donc au niveau de la constitution du paquet, vous voyez que les boutons sont assez simples hein, pour le tri, pour le renommage, pour insérer. À chaque fois, vous avez une petite bulle d'aide. Ce dont il faut se rappeler, c'est de bien sauvegarder le paquet à chaque fois qu'on fait une opération. Hein, et puis, tout se passe très bien. Alors là, je vous ai montré les opérations de fabrication à partir d'un nouveau paquet, mais vous pourriez avoir à ouvrir par exemple, faire un certain nombre d'opérations sur ce paquet-là, et puis après se dire, mais c'est super bien fait ce que j'ai fait, ça va servir de modèle pour d'autres, et du coup, après, vous pouvez travailler en utilisant des modèles. Alors, on va maintenant voir, parce que si vous voulez avoir le temps de poser un peu des questions, il ne faut peut-être pas que je m'attarde trop. Vous avez un certain nombre de rapports que vous pouvez faire. Donc, en fait, le rapport dit d'exécution, là, c'est vraiment pour essayer de… alors, attendez, que je vérifie.
Voilà, donc ça, c'est un journal au format CSV qui liste les alertes format qui ont été signalées par Octave au moment de l'import. Donc ça peut vous être utile après pour l'archivage ultérieur. Donc ça, c'est le rapport d'exécution. Le bordereau de récollement, ça vous connaissez, hein, c'est vraiment le relevé de ce qui existe. Donc là, ce n'est pas dans une salle archive, hein, c'est dans votre paquet, mais ça vous dit les choses comme elles sont. Mais ça peut permettre aussi de dialoguer avec un service administratif. Vous avez le bordereau d'élimination. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, par exemple, si vous vouliez faire des éliminations avec un bordereau, eh bien, il faut d'abord que vous marquiez les fichiers que vous souhaitiez détruire avec un tag trash pour poubelle. Et donc, admettons, là, je les mets au pif, hein, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais après, bien sûr, il faut sauvegarder toujours, hein. Ça, c'est une opération systématique. Et à partir de là, du coup, ça va créer un bordereau d'élimination à partir de ce que vous avez marqué à éliminer. Et donc là, il suffit de le faire signer par l'autorité compétente. Une fois que c'est signé, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez passer à l'autre opération qui sera de détruire les éléments marqués. Hein, mais normalement, on ne fait pas ça tout de suite. Alors, attendez. Voilà, suppression des éléments marqués, mais ça ne se fait normalement que quand on a obtenu l'autorisation. Donc, voilà, les rapports. Le bordereau de restitution, eh bien, admettons par exemple qu'il y ait rentré des paquets dans un SAE et puis qu'il y a un changement d'organisation et qu'il faille retourner les paquets au dépositaire, et bien à ce moment-là, on utilise un bordereau de restitution pour bien formaliser les choses. Alors, pour le versement maintenant, avec ce fameux manifeste, eh bien, là, on va faire un export SIP. On a le choix de le faire en CEDA 2.1 ou en CEDA 1. Et donc, dans ces cas-là, ça va envoyer dans un paquet qui comprendra les fichiers lui-même et puis le fameux manifeste qui va vous faire la description des éléments. Alors, je vais le faire. J'espère juste qu'après, pour vous montrer ce que ça fait, ça va bien se passer. Voilà. Donc là, je fais un export en CEDA 2. Là, on lui donne le nom qu'on veut. Hein. Tac. Voilà, super. Oui, là, ça a mis export avec succès, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Donc, ça a créé dans le répertoire qu'on a vu tout à l'heure deux choses. Hein. Donc, d'une part, le contenu lui-même, hein, donc où vous avez les fichiers. Donc, les fichiers, eux, ils sont à plat, hein, d'une certaine façon. Ils sont pas rangés en forme d'arborescence. Et puis, vous avez le manifeste, donc le bordereau. Donc là, moi, je l'ouvre avec Notepad++, mais vous pouvez l'ouvrir autrement. Alors, je ne suis pas sûr que vous allez voir des tonnes de choses. Mais donc, vous voyez que ça vous a fait le bordereau au format XML avec tous les éléments CEDA requis par le 2.1. Hein. Donc, après, vous pouvez utiliser, donc soit vous utilisez les deux, soit vous pouvez aussi réutiliser le manifeste.xml pour après en faire des traitements pour les récupérer dans un système d'information.
hein. Donc ça, après, une fois que vous avez obtenu le manifeste XML, après, ça peut se manipuler dans un autre outil. Et il est aussi possible, mais là, on a ça du coup, je vais l'aborder dans les perspectives. On peut aussi faire un export CSV et du coup, traiter les colonnes pour les récupérer dans un système d'information. Mais là, il y a une colonne sur laquelle il y a un petit souci, mais qu'on va essayer de régler. Et puis, bien sûr, le paquet avec les contenus, vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà. Donc ça, donc maintenant, je vais arrêter peut-être pour la démonstration. Voilà, donc juste pour récapituler un petit peu ce qu'on a vu. Voilà, donc on a vu rapidement, mais ces fonctionnalités-là. Donc dédoublonnage, tri. Donc fusion, en fait, c'est vraiment, on insère au sein de quelque chose de déjà fait, du classement, le renommage, et puis les différents rapports qu'on peut faire. Donc, et puis on a vu comment on faisait un export avec donc les fichiers eux-mêmes et puis le manifeste qui les décrit. Donc au niveau des perspectives, pour conclure, hein, au niveau des perspectives et des attentes des utilisateurs, donc là en ce moment, alors, le confinement est quelque chose de compliqué, mais de temps en temps, ça offre quelques opportunités et notamment, ça a offert l'opportunité de mener quelques expériences. Donc du coup, c'est ce qui s'est produit en 2020 et ces expériences se multiplient. Maintenant, il y a de plus en plus de collègues qui fabriquent des paquets et qui essaient de les faire rentrer dans leur système d'archivage électronique. Donc, ça soulève des questions, mais en même temps, c'est extrêmement riche. Ça permet d'avancer. Et donc, en 2021, donc les Archives de France espèrent pouvoir faire conduire des travaux d'amélioration donc pour régler ce qu'on va appeler des bugs, hein, donc sur l'export CSV où il y a une colonne qui ne va pas à l'endroit nécessaire, mais c'est déjà résolu dans le produit DocuTeam Packer, donc c'est juste une mise à jour. Et puis, on voudrait améliorer l'interopérabilité entre les outils. Et pour qu'il y ait une bonne interopérabilité, vous le savez, c'est les imports et les exports, le nerf de la guerre. Et il faudrait pouvoir, par exemple, récupérer des descriptifs qui auraient été faits par des services administratifs qui font quelquefois un descriptif sur tableur. Et bien là, l'idée, ce serait de pouvoir le récupérer, l'enrichir et puis à rajouter les fichiers qui correspondent. Voilà, donc c'est ça pour 2021 ce qu'on s'est fixé comme objectif. Et si vous avez des questions, alors on ne peut pas faire réellement de la hotline, hein, mais si vous avez des interrogations voilà, ou des souhaits d'utilisation, des expériences que vous voulez mener, ça nous intéresse beaucoup. Et vous pouvez nous contacter à archivage.numérique.siaf@culture.gouv.fr. Eh bien, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Dominique, c'était super. On est à la phase des questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vais commencer avec la première et puis vous pouvez lever la main dans le chat si vous avez des questions. Donc, moi, ma question, c'est relative à la suppression des éléments en utilisant Octave. Je voudrais savoir si la suppression des éléments est irréversible. Alors, la suppression des éléments marqués, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui, voilà. En fait, alors, donc vous avez vu, il y a eu deux événements de suppression. Il y a eu ceux
qui correspondaient à des doublons, hein. Donc là, on est tranquille, hein, puisque il s'agit juste de garder un des deux fichiers qui seraient identiques. Et puis, vous avez une opération où vous mettez des tags, hein. Donc vous voyez, vous avez vu le tag trash. Donc là, il faut d'abord marquer les fichiers que vous voulez supprimer. Alors, avant de les marquer, sans doute que alors là, on n'a pas eu le temps de trop détailler, mais vous allez peut-être les ouvrir. Vous allez peut-être visualiser pour vous assurer avant de le détruire que c'est bien ce que vous voulez faire. Et donc, une fois que vous avez posé ce tag, il n'y a pas de risque que ça se fasse tout seul, hein. Ça ne détruira que si vous dites suppression des éléments marqués, hein. Il n'y a que à ce moment-là que ça le fera, et puis ça vous demandera si vous êtes sûr que vous voulez le faire. Mais l'idée, c'est dans l'organisation, généralement, ça se fait de façon différée, c'est-à-dire d'abord, on met des petites pastilles pour dire ce qu'on veut détruire, on en fait une liste qui est le bordereau d'élimination, on soumet à décision, et après, on fait l'opération de suppression. Voilà. Mais sachant que de toute façon, l'opération de suppression, elle se fait dans le paquet et le paquet, c'est une copie de ce que vous avez sur votre disque dur, hein. Donc du coup, en fait, vous faites ces opérations-là, sauf si vous avez choisi au départ de faire suppression des sources directement. Mais généralement, ce n'est pas l'option qu'on prend parce qu'on est prudent et on veut faire les choses par étapes. Mais au moins, quand votre paquet est suffisamment bien fait, vous pouvez du coup dire, par exemple, à la direction informatique, bah voilà, moi j'ai fait tout ce que je voulais. Maintenant, vous pouvez, j'ai le paquet, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, vous pouvez, dans l'arborescence officielle, si vous préférez, supprimer tel répertoire, hein. Voilà. En général, enfin, il y a beaucoup de collègues qui procèdent comme ça, par étapes, de façon à rassurer tout le monde et que personne ne soit inquiet. Mais après, quand c'est ses propres données, des données privées ou personnelles, ben là, bien sûr, vous pouvez faire les choses plus directement, hein, il n'y a pas de souci. OK, merci. Autre question, je vois Guy Landry. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ah, ok. Bon, moi, je voulais savoir au niveau de la sécurité, quelle garantie, vu que c'est les données que nous allons partager à travers un logiciel, je voulais avoir un peu le niveau de sécurité concernant Octave. Alors, oui, bah donc on en a parlé au début. Donc là, juste, peut-être que Andreas veut rester discret, mais je signale que parmi nous, il y a ce matin l'informaticien qui a beaucoup œuvré pour l'élaboration du programme Octave, donc qui est parmi nous, Andreas Neff, et donc je le salue. Super. Voilà, donc au niveau on a souhaité faire cet audit de code justement pour bien rassurer tout le monde, et je peux vous rassurer sur le fait que Octave ne fait aucune opération qui puisse créer des failles de sécurité. Par exemple, sur les noms de fichiers, il s'assure qu'il n'y a pas des caractères dedans qui puissent créer des problèmes de sécurité. Parce que vous savez que quelquefois, avec les barres obliques ou les points, ça peut générer des choses, des phénomènes en fait de remontée dans le répertoire du système. Et donc ça, Octave s'assure qu'il n'y a pas d'éléments de ce genre. Voilà, il fait un certain nombre de vérifications et donc il n'y a pas de, si vous voulez, nous, l'idée c'était que les ministères installent le produit en toute confiance, et donc c'est vraiment ça le sujet. Et après, avec le choix à faire sur la suppression directe des sources ou pas, et là, c'est maintenant Octave, on peut le mettre dans la config, on peut l'empêcher, retirer la fonctionnalité du menu, mais on préfère vous laisser le choix parce que si on le supprime pour tout le monde et que vous voulez le faire, vous voyez, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de souplesse. Mais ça, c'est vraiment une opération qui
est pas compliqué à faire, mais qu'il faut effectivement décrire dans le manuel. Donc, j'espère que ça répond à votre question. D'accord, ça va. Ok, d'autres questions? Andy, tu peux baisser la main. D'autres questions? Bon, le temps qu'on pose d'autres questions, moi, je voudrais savoir par rapport à la mise à jour du logiciel. Comment la mise à jour se fait? Est-ce qu'il faut... Voilà. Alors, donc, c'est vrai que dans notre idée, c'était on mettait un outil à disposition de la communauté et comme je l'ai dit, on mettait les codes sources à disposition. Et donc, en fait, l'idée ensuite, c'est que les utilisateurs s'en saisissent, soit s'approprient l'outil et créent des choses, soit éventuellement se tournent vers l'éditeur pour demander des adaptations. Hein, ça peut parfaitement s'organiser qu'un collectif qui a des besoins extrêmement ciblés demande, puisque le noyau c'est DocuTeam Packer, il peut très bien y avoir un produit qui a un autre développement parce que, par exemple, il y a un collectif de pays qui n'a pas le même standard que le CEDA, veut utiliser un autre standard, donc a besoin de faire d'autres adaptations. Donc ça, c'est parfaitement possible. Et puis, il peut y avoir aussi, à partir des adaptations déjà faites d'Octave, d'avoir, je ne sais pas, dans une région en France, ils ont tous le même besoin, ils veulent rajouter celui-là, mais ça n'intéresse pas les autres. Donc à ce moment-là, ils peuvent demander une adaptation. Mais il n'y a pas, si vous voulez, une maintenance au sens traditionnel. C'est vraiment un outil qui est mis dans les mains. Donc là, on n'avait pas forcément imaginé faire une troisième version, mais il est apparu de façon assez forte qu'il y avait vraiment besoin de faire évoluer la notion, les notions sur import et export pour être au maximum de l'interopérabilité. Et puis après, voilà, après on va pas faire, on n'est pas du tout dans le même dispositif que pour Archifiltre où il y a beaucoup de versions. Là, il va y en avoir peu. Bon, après, je ne veux pas préjuger de l'avenir, mais probablement, enfin voilà, on va faire encore une grosse opération et après, ce sera les utilisateurs qui décideront de ce qu'ils voudront faire avec Octave. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allô? Oui, Aka, Oui, j'ai une question. vas-y. D'accord. Je dis merci à Madame Dominique No pour cette belle présentation. Ma question va dans le sens de la présentation. Tout à l'heure, quand elle présentait Octave, le logiciel, elle a parlé de téléchargement du logiciel. Oui. Je voudrais savoir, est-ce à dire que c'est un logiciel d'accès libre? Si oui. c'est un logiciel d'accès libre, quel est le lien de téléchargement? Et alors, puis, je vais vous le remontrer. Alors, attendez, tac. Est-ce que tu as fini ta question, Aka? Non, je n'ai pas encore fini la question, mais bon, je ne sais pas. je vais aller sur le site, je vais vous montrer. Hein. D'accord. Et je continue, monsieur le modérateur, les autres questions ou bien j'attends qu'elle me montre? Bon, allez-y, on va. D'accord. Après le lien de téléchargement, je voudrais savoir, c'est vrai que dans votre exposé tout à l'heure, Octave est un logiciel jeune, mais est-ce que vous avez déjà fait vos preuves en termes de clientèle? Ici, bon, là-bas en Europe, et puis ici en Afrique, si oui, quels sont vos clients potentiels? Voilà les deux questions. Alors après, on n'a pas vraiment des clients au sens, parce que si vous voulez, ça se fait en deux temps. Hein. Donc, les Archives de France sont en quelque sorte le client de DocuTeam. Après, Octave, donc, comme je le disais, il est mis à disposition des utilisateurs et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la communauté des utilisateurs. Donc cette communauté, elle est en train de s'agrandir de jour en jour. Ça s'agrandit parce qu'il y a des expériences, ces expériences sont partagées
et encourage d'autres à en mener. Et donc, en fait, on espère pouvoir prochainement, alors pourquoi il ne veut pas aller sur le site? On espère pouvoir aller prochainement monter des espaces collaboratifs, enfin avoir des améliorations sur les listes de diffusion ou les listes de discussion, justement parce que c'est pour cet outil-là comme pour d'autres, ce qui est très important, c'est l'échange. Alors, je vais vous montrer l'écran. Ça y est, j'ai récupéré le truc. Alors, paf. Voilà. Donc, j'espère que ça va bien suivre. Donc là, vous avez dû voir que le portail France Archives avait un tout petit peu bougé. Et en fait, il faut que vous preniez accès professionnel. Alors, il n'y a pas de code, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez cliquer dessus. Et dessus, après, vous allez... Alors, sinon, vous vous demandez France Archives Octave, vous allez arriver directement sur la page. Hein. Mais si vous voulez passer par le cheminement, alors j'espère que vous voyez bien les changements de page. Oui, Là, je je suis vois très bien. sur gérer les archives. OK. Oui. Voilà. Et donc, vous voyez, outils accompagnement du réseau, Octave. Voilà. Et donc, c'est ce que j'avais mis sur une slide, mais ce n'était pas très grand. Et voilà, donc là, vous avez une page qui est un peu descriptive. Et donc là, il faudra que vous choisissiez, suivant que vous avez déjà Java ou non sur votre machine, l'un ou l'autre. Hein, voilà. Si vous avez besoin de Java, vous prenez celui-là. Si vous n'en avez pas besoin, vous prenez celui-là. Vous cliquez dessus et ça va charger un zip sur votre machine. Et après, il faut extraire et puis voilà. Et surtout, je vous engage à télécharger le manuel Octave parce que ça vous explique aussi. Voilà, il y a le cheminement. Il y a vraiment beaucoup de copies d'écran. Donc, c'est normalement, c'est censé vous aider. Voilà. D'accord, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci, Aka. Est-ce qu'il y a une autre question? On va passer la main à Yassé. Mais avant, est-ce que le logiciel est multilingue? Ah, alors, la partie Octave à proprement parler est francophone. Hein, et c'est vrai qu'il y a... Alors, parce qu'au départ, ça pouvait aussi être en allemand, hein, puisque vous savez quand même que la Suisse est un pays multilingue. Et donc, voilà, on a fait traduire un certain nombre de choses, mais il y a encore quelques éléments qui sont en anglais, hein, comme notamment les noms de pastilles, hein, comme trash ou des choses comme ça. Mais enfin, on s'est dit que c'était quand même facilement... enfin, qu'on pouvait deviner facilement ce dont il s'agissait. Après, pour ceux qui veulent utiliser l'outil noyau d'OcuTeam Packer, il est en anglais aussi, il est en allemand. Enfin voilà, après il y a diverses possibilités. Mais parce que du multilingue, vous auriez qu'est-ce qui vous aurait intéressé? Anglais. Juste l'anglais. D'accord, ok. Voilà. Mais bon, là, on va dire que c'est à dominante francophone avec quelques éléments anglophones. Hein. Voilà. Mais Ok, super. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va laisser le flow à Yassé pour la suite et puis on va aller vers la fin. Merci beaucoup, Dominique. C'était très instructif. Avec plaisir. Et puis, Yassé. voilà, nous, on attend le récit de vos expériences. Super. Yassé, tu as la parole. Je suis là. Merci pour la précédente présentation et je remercie toute l'équipe. Je vous invite à remplir le formulaire qui est joint dans le chat pour recevoir les attestations de participation et aussi la vidéo de la présentation pour des visionnages en date ultérieure. Donc, nous avons pris note des évolutions, nous avons pris note des
fonctionnalités dans le programme de cette année, nous n'allons pas manquer d'insérer Octave parmi nos outils de formation parce que avoir un outil tel qu'Octave, c'est aussi avoir un partenaire solide pour gérer et manipuler avec plus de sécurité et fiabilité les documents d'activité. Si vous avez été attentif lors de la présentation de la petite histoire, vous avez vu quel était le problème que les archivistes de l'entreprise fictive Brielle avaient. Problème de réorganisation, de gestion de doublons, de tri et de gestion des différents bordereaux, versement, élimination et j'en passe. Après la présentation, on voit que la solution vient répondre à tous ces problèmes et ajoute même d'autres ouvertures. Et c'est dans cet esprit-là que lorsqu'il fallait faire un choix, je me suis dit qu'il fallait qu'on ait Octave pour que les archivistes aujourd'hui puissent être mieux outillés et que les problèmes de gestion de l'information électronique soient bannis parce que c'est vraiment constant dans toutes les entreprises. Manipuler les fichiers, manipuler les disques durs, ça demande du recul, ça demande de l'expertise et avec un partenaire comme Octave, nous faisons un grand pas et c'est avec un regard certain vers un avenir plus serein que nous le faisons. Donc, je vais fermer la session et donner le son à Jean-Marie de laisser un dernier mot. Et merci à tous ceux qui sont présents et je vous invite forcément à la prochaine rencontre sur un autre thème lié à la gestion des archives numériques. Ok, merci Yassé, merci à tout le monde. Comme d'habitude, on ne va pas laisser notre invité partir comme ça. Je vais demander donc à tout le monde d'ouvrir les micros. Ouvrez vos micros partout, Z, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, partout. Allez, ouvrez. Et on va faire un giga applaudissement pour notre invité Dominique. Allez. Merci beaucoup. Et à bientôt parce que vous allez revenir à Archiviste Leader. Voilà. En tout cas, c'était un très grand plaisir d'être avec vous ce matin et ça fait plaisir d'avoir tant de dynamisme dans ces aventures-là. Un grand merci et puis une très bonne continuation à vous. Portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.